Dans cette immensité verdoyante, on aperçoit l'imposante carcasse d'une des épaves les plus connues du débarquement de Normandie, l'USS Susan B. Anthony. USS est l'acronyme pour United States Ship, qui désigne un navire sous pavillon américain. Sur ce fond sableux, par 28 mètres de profondeur, l'impressionnante étrave du paquebot apparaît. Elle mesure 13 mètres de haut. On peut distinguer un des écubiers. C'est ce conduit circulaire qui sert à faire passer la chaîne d'ancre. Il y en a un de chaque côté de l'étrave. L'épave est couchée sur bâbord. Elle semble figée dans le temps. En longeant le pont, qui a chaviré, on peut observer une chaîne d'ancre qui sort du puits aux chaînes, ainsi qu'une paire de taquets d'amarrage toujours en place. La chaîne est encore reliée à l'un des taquets et au gain d'eau tombé du pont, que l'on aperçoit en contrebas. Ces vestiges semblent immobiles depuis 79 ans. Le site est gigantesque. Il mesure 160 mètres de long pour une largeur maximale de 49 mètres. Le tiers avant de l'épave est la partie la mieux conservée. Le reste du site est assez perturbé et davantage affaissé, comme on peut le voir en avançant de quelques mètres. Malheureusement, une partie de l'atoll a été démantelée par des sociétés de ferraillage dans les années 70. On aperçoit une grande pièce cylindrique couchée sur le sable. C'est le grand mât, effondré sur le côté bâbord. Ce paquebot est construit en mars 1930 pour le compte de la Grace Line Company, afin de servir au transport de passagers. Il est lancé sous le nom de SS Santa Clara, SS pour Steamer Ship, soit bateau à vapeur. En 1942, il est modifié puis réquisitionné par la marine américaine et affecté au transport de troupes pour être exploité en tant que Liberty Ship. Ce terme désigne la plus grande série de navires jamais produite. 2751 unités sont construites aux États-Unis entre 1941 et 1945. Ce programme colossal voit le jour sous l'impulsion du président Roosevelt. Il reflète sa posture politique et symbolise la puissance industrielle du pays. Au lancement du programme, le président cite Patrick Henry, un célèbre acteur de l'indépendance américaine. « Give me liberty or give me death » « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort ». La référence à cet épisode fondateur de la nation américaine trouve son écho dans son allocution affirmant la volonté des États-Unis d'être l'arsenal de la démocratie, où il s'engage à être le premier fournisseur militaire des forces alliées, sans toutefois intervenir directement dans le conflit. Cette idée est concrétisée par la loi Preble. Les premiers navires Liberty sont construits dans ce cadre, pour être mis à disposition de la flotte britannique. Mais quelques mois plus tard, les États-Unis entrent en guerre. La construction des navires Liberty s'étend pour la flotte américaine. Et même si l'industrie américaine était d'une redoutable efficacité, un certain nombre de navires sont réquisitionnés pour servir comme Liberty Ship. Ils devaient transporter la plus grande variété de cargaisons possible, avions, chars, locomotives ou encore transport de troupes, comme ce navire. Aucune zone des mers n'était affranchie de la menace des sous-marins allemands, les terribles U-boats. Le déploiement massif des Liberty Ship devait permettre de compenser ces pertes.
on peut apercevoir les vestiges du pont en teck. Il est remarquablement bien conservé. La concrétion ferreuse qui se trouve autour a permis d'endurcir le bois et l'a rendu plus résistant à la dégradation. Tous les navires Liberty ne sont pas des sister ships. Plusieurs versions du même modèle ont été produites, alors que d'autres ont été réquisitionnées et modifiées. Il fallait donc former et recruter une main-d'œuvre importante, qui se tarit après l'entrée en guerre au profit de l'armée, générant notamment l'embauche d'un grand nombre de femmes. De nombreuses femmes ont également servi sur ces navires. Des milliers de volontaires participent à l'effort de guerre, par le biais de la marine marchande où les Liberty Ships sont utilisés comme navires-écoles. Ainsi, 270 000 marins sont formés pendant le conflit. L'effectif d'un Liberty comprend en moyenne 45 membres d'équipage et 35 artilleurs. Malgré le nombre important de navires construits, tous sont baptisés du nom d'une personnalité américaine. Ce paquebot est baptisé le 7 septembre 1942 du nom d'une célèbre féministe, Susan B. Anthony. Pionnière du mouvement suffragiste aux États-Unis et fervente militante des droits civiques, elle ouvre la voie à l'obtention du 19e amendement en 1920, accordant le droit de vote aux femmes blanches, élargi aux Afro-américaines en 1965. C'est une figure marquante de l'histoire états-unienne, qui incarne aussi un symbole de la lutte pour la liberté. Son portrait est même représenté sur un dollar américain, ce qui fait d'elle la première figure féminine non allégorique à être représentée sur une pièce de monnaie. C'est aussi l'un des rares navires en service dans la marine à porter le nom d'une personnalité féminine non allégorique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 10 navires américains ont été nommés en référence à des femmes qui ont marqué leur époque. Après un mois d'exercice, la Susan B. Anthony effectue plusieurs voyages à travers l'Atlantique pour des missions de transport et de débarquement de soldats et de matériel en prévision de l'opération Torche, l'invasion alliée en Afrique du Nord. Elle revient à Oran en juin 1943 pour préparer l'invasion de la Sicile. Pendant les mois suivants, elle fera de nombreuses traversées entre les États-Unis et l'Europe du Nord pour préparer l'opération Neptune. Si l'attaque en meute des loups gris, les sous-marins de la Kriegsmarine, était redoutable pour les convois, les sournoises mines sous-marines placées dans les zones de mouillage l'étaient tout autant. Tôt dans la matinée du 7 juin 1944, la Susan B. Anthony approche d'Omaha Beach où elle doit débarquer 2288 hommes. Elle emprunte en toute sécurité le chenal qui a été préalablement déminé par les dragueurs. Mais une mine n'a pas été repérée et explose sous la cale numéro 4. Les cales commencent à s'inonder et le bâtiment gîte sur tribord. Le capitaine, le commandant Gray, ordonne aux soldats de se déplacer à bâbord pour rééquilibrer le navire. Redressé, le remorqueur Pinto AT-90 approche pour le remorquer. Mais un incendie éclate dans la salle des machines. Le commandant ordonne l'abandon du navire. Le Pinto et 2 autres destroyers évacuent les soldats et l'équipage pendant qu'un remorqueur anti-feu maîtrise l'incendie. À 10 heures, le commandant Gray est le dernier à quitter le transport de troupes. 2 heures après l'explosion, la Susan B. Anthony disparaît. Malgré 45 blessés, aucune victime, aucun disparu parmi les 2689 embarqués. C'est l'un des plus grands sauvetages de l'histoire maritime, dont les stigmates reposent dans ses profondeurs.